Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cri de détresse des étudiants camerounais résidant en Chine, principalement dans les villes devenues des foyers de l'épidémie de coronavirus. Confinés dans leur dortoir depuis des semaines, ils redoutent d'être la prochaine victime de cette épidémie meurtrière. Malgré le décès de 213 personnes enregistrées jusqu'ici, aucune assistance des autorités camerounaises n'a été apportée à ces étudiants camerounais selon leur famille. Plongée dans la psychose, elle déplore le silence du gouvernement. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Une semaine après l'ouverture de la campagne électorale, quel écho de cette campagne à travers le triangle national? Quels sont les arguments qui visent à mobiliser les Camerounais sympathisants, militants et électeurs pour le 9 février prochain? Nous ferons le point dans la page spéciale consacrée à la campagne électorale des élections législatives et municipales prévues le 9 février prochain. Merci de suivre cette édition complète dans l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet accident mortel impliquant des conducteurs de mototaxi et de gros engins au niveau de Bessengue à Douala. Un conducteur de camion, un conducteur de moto-taxi qui a perdu la vie alors qu'il tentait de se faufiler entre deux camions en fin de matinée, pris dans le piège des deux engins. Il va rendre l'âme sur place. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Plus d'une centaine d'hommes et femmes se bousculant pour voir de près le corps inerte d'un conducteur de moto-taxi pris en tenaille entre ces deux camions accidentés au carrefour 3 morts de Douala. Assis devant sa boutique, cet homme dit avoir suivi le film de l'accident entre ce camion porte-conteneur en provenance de Feu Rouge Bessengue et le camion Ben qui manœuvrait sur la chaussée pour déverser son chargement de gravier sur le bas-côté. Ce camion manœuvrait pour décharger du gravier. Le camion conteneur aurait perdu ses freins. Le chauffeur faisait signe à l'autre de libérer la route. Ayant visiblement perdu ses freins et roulant à vive allure, c'est alors que le mototaximan tente un tour de force en voulant faufiler entre les deux mastodontes. Et sur le coup, l'essai lui est fatal, avec une décapitation de la tête du reste du corps. Dans cette mésaventure à haut risque, la passagère de l'engin à deux roues saute avant l'impact final. Une vraie miraculée qui ignore bien d'où lui est venue l'inspiration et la force du saut. Presque traumatisée, elle n'en revient pas que son instinct de survie l'a épargnée d'une mort violente. Sans la moindre pièce d'identité sur lui, son compagnon d'infortune a été convoyé à la morgue. Le carrefour 3 morts de Douala enregistrerait-il finalement son 4e mort, reliftant ainsi sa réputation tristement célèbre de carrefour des morts? La cote d'alerte est atteinte après 213 personnes décédées du fait de l'épidémie de coronavirus en Chine. De nombreuses familles camerounaises ont peur que leurs enfants étudiants soient les prochaines victimes de cette épidémie meurtrière. En effet, ils sont plusieurs centaines d'étudiants camerounais résidant dans les villes chinoises devenues des foyers de cette épidémie. Confinés dans leur dortoir depuis des semaines, ils manquent de quoi subvenir à leurs besoins alimentaires, interdits de sortir et de peur d'être contaminés. Ils n'ont reçu aucune assistance de la part des autorités camerounaises. Pourtant, ils ont plusieurs fois lancé le signal, le cri de détresse. Jusqu'ici, leur situation ne s'est pas encore améliorée. Les familles plongées dans la psychose lancent un cri de détresse et dénoncent le silence du gouvernement. Reportage Mitterrand Dame et Gladys Sidier. Ils sont environ 300 Camerounais en détresse en Chine. Ils ont écrit au président de la République pour dire leur frustration depuis le déclenchement de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs sont mis en quarantaine à Wuhan, la ville épicentre de la maladie. Depuis leur mise en isolement, ils disent avoir adressé des correspondances à l'ambassadeur du Cameroun en Chine qui sont restées lettres mortes jusqu'ici.
Leur frustration est d'autant plus grande au regard de l'assistance dont bénéficient leurs camarades étudiants des autorités de leur pays d'origine. La situation est vraiment grave ici. Il y a des nationalités qui sont déjà en train de rentrer, comme les nationalités européennes et quelques nationalités africaines. Ils rapatrient leurs citoyens. Donc déjà, au mot d'automne, nous ne sommes même plus vraiment plusieurs. Et on ne peut pas sortir, on ne peut plus pas marcher aux alentours de l'école. Vraiment parce que déjà, il y a le virus dehors. On nous dit, dans certaines écoles, qu'on les empêche de sortir, on les garde juste dans l'école, on leur dit, ils ne sortent pas, ils ne doivent pas sortir du dortoir, ils ne doivent pas sortir de l'école. Donc, on donne quand même à manger là-bas et autres. Mais nous ici, on ne donne pas du tout quoi que ce soit déjà à l'école. Gagnés par l'inquiétude, les parents de certains de ces Camerounais en détresse en Chine dénoncent le silence des autorités camerounaises. Mes 2 enfants sont en Chine. Ils sont à l'université de Hubei University of Economics. Mais depuis que la situation du coronavirus s'est installée en Chine, je suis inquiet. Je suis d'autant plus inquiet que le gouvernement ne tient pas une communication de proximité pour nous dire avec certitude quelles sont les mesures de sécurité prises pour que nos enfants soient sans crainte et que nous aussi nous soyons apaisés. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale concernant le coronavirus. Et les Chinois même nous ont dit, les responsables de l'école nous ont dit de rentrer. Mais qu'on a juste mettre la pression de notre ambassade pour qu'ils demandent une extradition des citoyens. Mais quand on paye, quand on dit qu'on veut rentrer, les gens ont peur. Les parents des étudiants camerounais en Chine disent être prêts à organiser le rapatriement de leurs enfants. Dans le cas où le virus continue à se propager, que la crainte va crescendo, nous aimerions savoir si le pouvoir ne peut pas prendre des initiatives contre d'autres gouvernements de faire revenir nos enfants au Cameroun. Le devoir du gouvernement, c'est de protéger les citoyens, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent. Ils signent des conventions avec d'autres pays, c'est pour ça. Lorsque les enfants ne sont pas au Cameroun, ils n'arrivent pas à entrer en contact avec l'ambassade, l'administration universitaire aussi n'arrive pas à entrer en contact avec l'ambassade. Et ça me rend davantage plus inquiet, et les autres parents aussi. Le dernier bilan de la maladie fait état de plus de 100 morts et près de 8000 personnes infectées en Chine. Le coronavirus s'est aussi déclaré dans une quinzaine de pays à travers le monde. Depuis le déclenchement de cette épidémie meurtrière en Chine, le ministre de la Santé publique au Cameroun a annoncé l'activation de la surveillance épidémiologique au point d'entrée du pays, à savoir dans les aéroports et à travers les voies terrestres et maritimes. Le ministre de la Santé publique, sur son compte Twitter, a fait savoir que le risque zéro ne peut pas. Il a fait savoir qu'il y a certes des risques, mais que le Cameroun n'est pas pour autant épargné, mais les autorités sanitaires prennent des mesures pour éviter que l'épidémie ne survienne à travers le pays. Un numéro vert a même été mis en place afin de sensibiliser les voyageurs et d'éventuels cas qui pourraient se signaler jusqu'ici. Au lendemain de la répression violente contre des enseignants mobilisés pour rendre un dernier hommage à leurs collègues assassinés sur le campus du lycée classique de Nkolbison, le chef de l'État du Cameroun s'exprime enfin sur le cas de Boris Kevin Djomi Tchakonté. 2 semaines après son meurtre, le président de la République, Paul Biya, et son épouse partagent la douleur de la famille éprouvée et mesurent l'immense chagrin de cette famille. Selon le chef de l'État, Boris Kevin était un jeune enseignant consciencieux, plein d'enthousiasme. Il aimait son métier et était proche de ses élèves. Pour Paul Biya, sa disparition tragique dans l'exercice de sa profession est un véritable drame pour ses élèves, pour le lycée classique de Nkolbison et la communauté éducative. Sur son compte Twitter et son compte Facebook, le chef de l'État et son épouse adressent ainsi leurs condoléances à la famille éplorée. Parlons à présent de la campagne électorale. 1 semaine après son ouverture, c'est le candidat du mouvement progressiste Jean-Jacques Ekindi qui est engagé dans la compétition électorale, lui qui rêve à nouveau de retourner
à l'Assemblée nationale. Il a promis de s'attaquer au problème d'éclairage public dans le premier arrondissement de Douala. Il compte également mettre sur pied une police municipale pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans le premier arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Écho de campagne avec Equa Claude, Carlos Minoué et Xavier Foka. C'est en Komando, un quartier du premier arrondissement de la ville de Douala, que Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste et sa troupe ont procédé au lancement de leur campagne électorale. Un quartier dont l'éclairage public est un lointain souvenir une fois la nuit tombée. C'est justement ce problème d'éclairage public qu'ils comptent utiliser comme cheval de bataille. Il faut d'abord lutter contre l'obscurité, parce que les bandits se sentent à l'aise en pleine obscurité. Pour parvenir à maintenir la sécurité dans le coin et ses environs, le mouvement progressiste entend créer une police municipale. La police municipale n'est pas faite uniquement pour arrêter les routes et rançonner les chauffeurs, mais elle a le devoir de la sécurité. Une police municipale qui, pour être plus efficace, devra s'appuyer sur les forces de sécurité de la ville. Lorsque les problèmes dépassent le cadre de la police municipale, il faut qu'on puisse saisir immédiatement la police nationale et attendre d'elle qu'elle puisse réagir de manière à assurer la sécurité des populations. Je vous remercie sur cet aspect-là. On en parlera plus loin dans les autres meetings. Devant un parterre acquis à la cause et pour davantage conquérir les cœurs, la totalité des membres de la liste du mouvement progressiste a été présentée au public. La tête de liste, Jean-Jacques Ekindi, a également reçu la bénédiction des autorités traditionnelles présents à ce meeting de campagne. Dans la page spéciale consacrée à la campagne électorale, la tête de liste MPCN vise cette fois-ci l'Assemblée nationale. Paul-Éric Kingué s'est engagé à défendre l'intérêt du monde rural, du monde agricole. C'était lors d'une série de meetings organisés dans le Mungo Sud. Reportage Aquino Molon et Flavien Valondongo. Au milieu de la foule, Njombe Penja, le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Paul-Éric Kingué, arbre de paix entre les mains, c'est la communion parfaite avec les populations. Mes populations ne sont pas les gens des réseaux sociaux. Mes populations, c'est les gens que vous avez vus en chair et en os. Donc, je suis fier de cet accueil de ce soir et je peux vous rassurer que le MPCN va faire la razzia ici le 9 au soir. Le candidat du MPCN aux législatives dans le Mungo Sud rencontre la base pour solliciter les suffrages. L'être humain a d'abord besoin des choses primaires. La première chose primaire, c'est l'eau, l'électricité, les routes. Et maintenant, sur le plan de la santé, j'ai décidé de créer ici un centre de prise en charge des diabétiques et des hypertendus parce qu'ils sont très nombreux. Selon Paul-Éric Kingué, la souffrance de ces populations n'a que trop duré. Il est temps de redonner du sourire à son peuple. J'ai décidé de revenir finir ce travail parce que mes parents souffrent, mes populations souffrent. Les gens croient que c'est le président de la République qui change le pays. C'est les maires qui changent le pays. Le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau et ses camarades du parti n'entendent pas céder la place au parti au pouvoir. Il compte sur sa cote de popularité afin que la formation politique dont il a la charge dirige les communes du Mungo dès le lendemain du double scrutin du 9 février prochain. Dans le département du Diamaré, le RDPC mise sur une femme tête de liste afin de pouvoir faire plébisciter et faire voter les listes RDPC lors de l'élection législative prévue le 9 février prochain. Ambiance de campagne à l'extrême nord du Cameroun avec Amadou Daïrou et Kediara. Le lancement de la campagne électorale du RDPC à Dargala, dans le département du Diamaré, s'est fait à grand renfort de publicité. Et pour cause, le parti des Flammes a misé sur une grande première dans cette localité, la mise dans le jeu électoral d'une femme candidate aux législatives. C'est une première dans l'histoire et ça sera gravé. D'ici 10 ans, 20 ans, les petits-enfants diront qu'en 2020, il y avait une toute première dame qui était tête de liste, qui était députée dans le Diamaré. On n'a jamais eu une femme
depuis l'indépendance, député dans le Diamaré. Consciente du privilège qui est le sien, c'est sur les femmes comme elle, plus nombreuses dans le département, que la candidate a reposé tous ses espoirs de campagne. Les femmes aussi, leurs efforts soient valorisés. Et aujourd'hui, je suis très ravie de trouver ici à Dargala une foule de femmes très enthousiastes, très dégagées et très convaincues. Comme la plupart des localités de l'extrême nord, Dargala rencontre des difficultés sur lesquelles le parti a décidé de se pencher. Le problème de la population de Dargala, surtout au niveau de la scolarisation, il y a l'électrification rurale, il y a aussi au niveau de centre de santé, au niveau de Dargala qu'on va augmenter. On les a promis de les sacrifier dans tous leurs besoins qu'ils vont nous soumettre. Déterminé à récupérer la commune des mains de l'UNDP, qui la gère depuis 7 ans, la nouvelle liste des candidats RDPC au municipal dans la localité est également en majorité composée de jeunes et de femmes. Dans la conquête des sièges à l'Assemblée nationale, le PCRN est en compétition dans la circonscription électorale de Voury-Sud. Djibril Wabo, candidat de ce parti aux législatives, promet aux populations de porter leurs doléances à l'Assemblée nationale, de contrôler l'action gouvernementale, de mettre pression sur le pouvoir exécutif afin qu'il améliore les conditions de vie des populations dans la circonscription électorale de Voury-Sud. D'autres précisions avec Faral Bounia et Sylvestre Hippolyte Zangaou. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives dans la circonscription de Voury-Sud qui correspond à Douala 2. Djibril Wabo, la tête de liste du PCRN aux législatives à Voury-Sud, a rassemblé les populations du camp Yabassi pour un meeting. Dans ses promesses figurent des projets sociaux. Ici, au camp Yabassi, on a nos mamans qui ont besoin d'encadrement sanitaire. Je vais leur dire qu'ici au camp Yabassi, on a des jeunes diplômés qui ne travaillent pas. Ils sont obligés de faire le corps sur le Bensikin. À Douala 2, nous avons des problèmes d'insécurité. Moi, je propose ceci. Si vous me faites la chance et l'honneur d'être élu le 9 février, je vous propose ceci, de renforcer la police municipale. Tous les 5 km, vous aurez une station de police municipale. Le candidat du PCRN affirme qu'il est l'homme de la situation pour porter la voix des populations de Voury-Sud à l'Assemblée nationale. Je voudrais lancer un appel sincère à la population du Voury-Sud pour leur demander d'être vigilants, de ne pas se tromper cette fois-ci, parce que l'occasion est rêvée, le moment est venu de changer, le moment du changement est arrivé et ce changement doit être incarné par des hommes nouveaux. Faites confiance à un parti qui prend la rupture, qui place l'humain au centre de ses préoccupations, qui est le PCRN. Donc nous irons au Parlement pour faire entendre très haut la voix de Douala 2. Djibril Wabo et ses camarades du parti vont multiplier des rencontres avec les populations de Voury-Sud pour les convaincre de voter pour le PCRN le 9 février prochain. La campagne électorale se poursuit dans le 5e arrondissement de Douala où les candidats du PADEC sont mobilisés pour séduire les potentiels électeurs. Ils ont mobilisé également leurs sympathisants et militants afin de leur présenter le projet de développement de ce 5e arrondissement de Douala et les initiatives qu'ils comptent réaliser si jamais ils sont élus du côté des élections législatives prévues le 9 février prochain. Reportage avec Warren Zede et Michel Ngachou. La chaleur de la campagne électorale s'intensifie à son 8e jour avec le PADEC dans l'arrondissement de Douala 5e. L'une des candidates à la municipalité, Cécilia Soulé Momo, a choisi ce jour d'aller au contact des potentiels électeurs en vue de convaincre de son projet pour le développement du Cameroun. J'envoie le message important aux populations de Douala 5e de m'élire comme maire pour les représenter. Parce qu'à Douala 5e, nous avons pas mal de problèmes, spécialement nous n'avons pas de route. Et en ce qui concerne Douala 5e, tout est vieillot. Nous voulons changer et rendre Douala 5e propre. Donc votez-moi, la candidate de Douala 5e, et je ferai plein de changements. Les populations doivent me faire confiance et au PADEC en général, y compris son président. Les populations réceptives prennent la peine de leur proposer une oreille attentive. Une caravane
qui a sillonné pendant de longues heures les artères de cet arrondissement, marquera ses stations permanentes pour une sensibilisation profonde. Face au défi de développement des populations dans chaque circonscription administrative, le PADEC pour la commune de Douala 5e élabore même quelques projets ambitieux de son parti. Je vous laisse aussi le message d'un vivre ensemble et d'une paix retrouvée dans ce pays. Nous avons déjà le problème d'électricité qui fait déjà un gros problème dans cet arrondissement et nous allons remédier à cela le plus tôt possible. La fièvre de la dite campagne qui s'accentue pour le PADEC et l'invitation des Camerounais à aller choisir leurs représentants est un appel à faire valoir leurs droits. J'appelle à toute la population de voter massivement ce bulletin jaune, rouge qui est le symbole du PADEC. Une campagne dont les sanctions positives seront les bienvenues afin de donner à cette formation l'occasion de prouver au moment venu son savoir-faire. Piquet Focam Institute célèbre l'excellence académique l'excellence académique au terme des formations octroyées aux cadres d'entreprises venus améliorer leurs compétences dans cette prestigieuse école. Reportage. Pour cette 20e promotion de la Business Excellence Academy, les lauréats ont été formés en banque et assurance. Un renforcement des capacités qui leur a donné des outils nécessaires en vue de leur redéploiement en entreprise. Ces 5 mois ont été vraiment intenses et il fallait être concentré, il fallait être persévérant et travailleur pour pouvoir arriver à avoir nos diplômes. On a les matières comme Know Your Customer où on nous dit comment est-ce qu'on doit se comporter quand on rencontre le client pour la première fois, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, pour être sûr que la relation que nous aurons avec le client sera prospère. Il fallait voir ce qui s'est passé. Je me rappelle, j'ai des camarades et moi-même qui dormions ici jusqu'à le lendemain matin pour pouvoir faire les devoirs. Il fallait venir faire des cours de fois ici à 6h, finir à 22h. Des fois, il y avait des devoirs accumulés qu'il fallait rendre le même jour. Donc c'est tout ça qui faisait un peu le challenge, mais également la beauté de ce programme. Tout mon parcours académique jusqu'ici, c'est la meilleure université que j'ai eu à faire. C'est la meilleure. 29 candidats étaient sur la ligne de départ dans les 2 modules. À l'arrivée, 22 ont obtenu la moyenne requise, supérieure ou égale à 16 sur 20, soit 8 admis sur 10 en banque et 14 sur 19 en assurance. Le taux de réussite n'est pas spectaculaire, c'est un taux qui nous est familier parce qu'il arrive des fois que nous atteignions le taux de réussite de plus de 80%. Cette fois, nous sommes encore à 75%. Nous pouvons dire que ces apprenants ont bien travaillé dans un contexte difficile parce que imaginez qu'ils ont dû parfois prendre des cours tout un week-end parce que l'enseignant qui devait assurer leur formation venait de Côte d'Ivoire. Ils ont dû travailler beaucoup par eux-mêmes parce que lorsque les enseignants n'étaient pas là, ils devaient faire autre chose, beaucoup de devoirs, beaucoup de travaux pratiques. Et maintenant, quand les enseignants étaient là, il fallait que la formation avance. Les sélections ont été assez rigoureuses pour s'assurer que seuls ceux qui le méritent bénéficient effectivement des formations offertes par la Business Excellence Academy. D'abord, il faut que les candidats sélectionnés ont déjà suivi un cursus universitaire, qu'ils aient au moins une licence, certains ont des masters. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas pu peut-être avoir un master, il faut qu'ils aient un poste de responsabilité dans l'entreprise. Ce poste qui permet qu'une fois formés chez nous, ils puissent avoir un plus dans leur travail. Avec cette 20e cuvée, Piquet Focam Institute of Excellence poursuit inéluctablement sa mission de formation des leaders dont l'Afrique a besoin pour impulser son développement. Notre vision, c'est de former des cadres dont le pays a besoin, dont l'Afrique a besoin. Vous savez que le leitmotiv, c'est l'émergence dans quelques années. Et pour arriver à l'émergence, il faut disposer de cadres bien formés. C'est bien à cela que nous nous attelons. Nous mettons le prix sur la formation de qualité. Formation de qualité pour atteindre cet objectif. Comme il est de tradition, les majors des 2 modules sont repartis avec en plus du diplôme, une motivation financière comprise entre 300 000 pour le 3e et 700 000 francs CFA pour le premier de la classe. De quoi booster leur morale au moment où ils s'apprêtent à rejoindre leurs entreprises respectives. La tête bien faite.
Un centre technique automobile ouvre ses portes à Douala. Des équipements de haute technologie y ont été installés pour répondre aux besoins de nombreux automobilistes dans la capitale économique du Cameroun. Reportage. Cette coupure de ruban par le ministre des Transports, Jean-Enes Massemangale Bibé, marque l'ouverture officielle du centre de contrôle technique des véhicules de diagnostic automobile Cameroun en abrégé DAC, situé en plein cœur du quartier Yassa, dans la capitale économique. Occupant une superficie de 4000 m², ce nouveau centre, sur le plan matériel et infrastructurel, répond à toutes les exigences en matière de sécurisation du contrôle technique de véhicules, tel qu'a pu le constater le patron des transports et l'ensemble des autorités présentes. Le ministre a tenu à inaugurer ce centre parce que c'est un centre quand même, quand vous regardez les autres centres, qui se démarque des autres centres. C'est le deuxième du genre et la tradition a été respectée. En termes d'équipements qui ont été mis à l'intérieur, je crois que c'est la crème dans le domaine. Une cérémonie d'ouverture couplée au lancement officiel de l'application numérique Certidoc CT de sécurisation du processus de délivrance de la vignette de visite technique de véhicules. À partir de maintenant, les centres de contrôle technique vont produire au travers d'une application qui a été développée dans le but de permettre que les véhicules soient effectivement dans les centres. Ils arrivent dans les centres. Mais arriver dans les centres n'est pas suffisant. Parce que vous pouvez arriver dans les centres, les équipements ne sont pas fonctionnels. Et parfois dans certains centres, si vous n'êtes pas vigilant, vous passez sur des appareils mais qui ne vous donnent pas de bonnes mesures. Maintenant, l'application va permettre de récupérer automatiquement les données des bancs. Donc il n'y a plus de possibilité de manipuler les résultats. Donc ça garantit. Troisièmement, il y a la prise des photos. Ça veut dire que les visites qu'on achetait au quartier, c'est fini. Les visites complaisantes, elles sont finies. Pour le ministre des Transports, ce nouveau centre, ainsi que cette réforme de la visite technique, vont permettre de sauver des vies en réduisant considérablement la fréquence des accidents de la circulation liés à l'état technique des véhicules. Les accidents doivent cesser. Et le véhicule doit demeurer un instrument de loisir et non devenir un instrument de la mort. Ça, c'est des paroles très fortes qui sonnent dans notre tête en permanence. Fort de cela, au ministère des Transports, nous nous sommes demandé ce qu'il faut faire pour diminuer le nombre d'accidents sur les routes. C'est pour mettre fin à tous ces errements, à tous ces dérapages que nous avons lancé un appel d'offres depuis 3 ans, qui aboutit aujourd'hui pour permettre une interconnexion des différents centres de visite technique. Et on ne saura le dire jamais assez, le contrôle technique automobile dans un centre consiste à ausculter le véhicule pour s'assurer du bon état de fonctionnement de ses organes, notamment les organes de sécurité tels que le système de freinage, la suspension, les pneumatiques, les ceintures de sécurité et tout y quanti. L'objectif final étant de délivrer un certificat de visite technique attestant de l'aptitude du véhicule à circuler en toute sécurité. C'est pourquoi les pouvoirs publics et la communauté sous-régionale en ont fait une exigence réglementaire à travers le code communautaire de la route qui s'impose à nous tous. Ce nouveau centre de contrôle technique de véhicules, qui porte ainsi à 40 le nombre de centres de contrôle technique sur l'ensemble du territoire national, permettra de lutter contre les mauvaises pratiques, mais aussi d'améliorer la qualité de contrôle technique afin de barrer la route aux accidents de la circulation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités
pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée comme ça au débrief du journal. Un seul titre, on va comprendre comme ça, on va parler des accidents. On sait que de plus en plus il y a des morts sur nos axes routiers. Objet donc de cette deuxième partie, toujours en compagnie de Sosten Meda Aliport, et il nous a rejoint Martial Mikimikin et il est là, Camille Ateba. Bonsoir à vous. Camille Ateba, le ministre dit qu'il faut diminuer le nombre d'accidents sur la route.